Mais bon, ça, c'est un mal pour un bien en vrai. J'aurais défendu des gens que j'ai même pas envie de défendre. Bizarre. Allez, c'est parti. Est-ce que, selon vous, un avocat doit être un bon manipulateur? Tu peux me donner une situation où tu as été en danger à cause d'une affaire? Pour quelle raison un avocat peut être radié des avocats? Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Tu ne penses pas qu'à terme, l'intelligence artificielle prendra ton métier? En quoi consiste être Hein? C'est quoi cette question de merde? avocat en droit pénal? Être avocat en droit pénal, c'est à la fois défendre des prévenus, des personnes qui sont auteurs d'infractions pénales, que ce soit des contraventions, que ce soit pour des délits et aussi pour des crimes, des viols, des meurtres, mais aussi défendre des victimes. J'avoue, on dirait Unai Emery de fou malade. Oh putain. Oh Lyon, t'as pas tort là. Ouais, je suis dingue, on dirait Unai Emery, frère. Car l'avocat pénaliste n'est pas forcément toujours du côté des prévenus, des accusés. Il peut aussi défendre des victimes d'agressions, Ça dure de 20 minutes. violences, de À ce qui viols, paraît, elle est ou des incroyable. familles qui sont endeuillées parce qu'on a tué un membre de leur famille. Est-ce que, selon vous, un avocat doit être un bon manipulateur? L'avocat est un manipulateur. L'avocat est un manipulateur dans le sens où il doit séduire le juge. Cette séduction passe pour le commun des mortels par les effets de manche, c'est-à-dire la robe qui pend. En réalité, ce théâtre, cette mise en scène, Pourquoi il parle comme ça là? avec le costume, la robe, le lieu, le palais de justice. Derrière tout cela, ce côté théâtral se cache en réalité du savoir. Et la séduction ne passe pas par la beauté de l'avocat, mais par comment il parle, son éloquence. Ça s'appelle l'éloquence, tu connais pas. Ouais, t'as dit ça parce qu'il l'a dit la même. Ah non, il y a un décalage. Peut-être il l'a dit avant. Bah, moi aussi, j'ai une éloquence assez imprévisible. Quand je live, je trouve que j'ai un charisme. Après, cela dépend, bien sûr, des viewers, de la communauté et du streamer en question. Sa conviction et son savoir juridique, sa manière d'utiliser les règles de droit, les articles de loi, citer les jurisprudences, trouver la bonne... Oh, j'ai trop envie de parler comme lui. Vous en pensez quoi de l'article Sosomanes là? La vidéo que j'allais mettre il y a quelques instants. J'ai fait le sondage, le peuple a parlé. jurisprudence, la bonne décision de justice rendue déjà auparavant qui permettra de convaincre le juge que dans la situation dans laquelle il doit juger de la même façon comment cela a été jugé. Car trouver une jurisprudence, cela fait partie du métier d'avocat. Et c'est aussi Tu connais le Besquerel? Le bec... Ça va changer ta vie. Toi, tu te fous de ma gueule, toi. une satisfaction de trouver la bonne jurisprudence, la bonne décision qui nous intéresse au cas par cas. Et est-ce qu'on connaît vraiment le droit? Tu connais toutes les lois? On ne peut pas connaître toutes les lois. Les codes sont très volumineux. Il y a beaucoup de lois. On Qu'est-ce qu'il y ne a connaît encore en réalité qu'une toute Il m'apprend petite qu'est partie. Attendez, attendez. Eh les gars, c'est un truc intéressant. Il m'apprend qu'est? J'ai dit une dinguerie? Besquerel. Ah non, c'est... Becherel, Besquerel. Les gars, je fais le débile. Vous croyez vraiment que je sais pas c'est quoi un Becherel? Vous êtes vraiment con. C'est le truc avec les verbes et tout, wesh. Des lois qui existent. Et puis il y a les jurisprudences aussi. Comme d'habitude, Wesh, j'arrive pas à le faire. Je voulais parler comme lui, ça marche pas. Les jurisprudences, il faut savoir que c'est aussi important que la loi. La jurisprudence, ce sont les décisions de justice, les décisions rendues par les juges, dont la Cour de cassation, qui est la juridiction la plus importante. Oui, voilà, j'ai eu peur. Attendez, ouais, on dirait pas que j'étais en train de... Il se passe un truc chelou là, non? Dans mon corps et tout. Wesh. Importante de l'organisation judiciaire rend des décisions qui sont des principes et qui visent à justement éclairer l'application d'une règle de droit. Car tu sais que la règle de droit est appliquée dans des termes généraux, mais au cas par cas. Est-ce qu'elle s'applique? Les juges sont là pour dire comment une loi s'applique au cas par cas. Et donc il faut connaître les jurisprudences en plus de la loi. Donc tu vois que le travail il est double. C'est impossible, c'est un puissant fond. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de la matière. C'est quoi la situation la plus... Attendez, il y a... Vite fait. Putain, bande de bâtards. Il y en a un qui a dit pourquoi il y a Zach Nani. Tu vois pas qu'il n'y a pas de kippa? C'est pas Zach Nani, frère. C'est impossible. psychologiquement ton... Fond. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de la matière. C'est quoi la situation la plus dure psychologiquement dont tu as dû faire face? Je t'avoue que chaque jour, les histoires qui me sont racontées parfois sont plus incroyables que les jours précédents. L'histoire, je pense, qui m'a, sur le moment en tout cas, le plus émotionnellement marqué, est cet appel du père que j'ai défendu un jour dans sa procédure de divorce et qui n'a pas eu la garde de son fils, dont la garde a été confiée à la mère. Et qui m'appelle une douzaine d'années plus tard pour me dire, vous vous souvenez, vous avez fait mon divorce, vous vous souvenez, mon fils
fils a été chez sa mère, je ne l'ai plus vu durant toutes ces années et finalement je l'ai récupéré. Et je viens de le récupérer, mais voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours. Il a jeté le fils que j'ai eu avec une autre femme, j'ai refait ma vie depuis, son demi-frère, il l'a jeté par la fenêtre et il l'a tué. Et à ce moment-là, pour moi, Wesh, là, c'est pas marrant, là, par contre, là, wesh. Attendez, là, y a rien de... Wesh. Eh, quand t'es avocat, tu dois voir de ces dingueries, des fous furieux. quand il m'a raconté cette histoire à laquelle je n'étais pas préparé à ce moment-là, pour moi, ça a été tragique parce que ça a été un vrai dossier avant. Ça a été un dossier où tout le monde a été défaillant. La chaîne judiciaire a été défaillante. Pourquoi? Parce que déjà le petit était connu des services de police. Il avait mis le feu. Il l'a déjà raconté sur TikTok, cette histoire. Tu vois, t'es pas... Il a raconté sur YouTube avant TikTok, tu vois. Nous, on est dans la base, le nerf de la vidéo. Nous, on est dans la création de la vidéo. Au collège. La mère ne s'occupait pas de lui, il était connu pour couper la tête des animaux. Le père, malgré mes procédures devant le juge des affaires familiales, n'a pas eu la garde de son fils, donc le juge a enlevé la garde au père. Quand le père m'a appelé pour me raconter que finalement ce petit qui avait 14 ans avait tué son demi-frère de 4 ans, pour moi ça a été une tragédie non seulement pour lui, mais une tragédie je dirais encore plus globale, encore plus générale, parce que finalement tout le monde a été responsable de cette tragédie finalement. Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Qu'est-ce qui est indéfendable finalement? Alors, je vais te dire tout de suite. Les braquages de banque, tu traumatises des employés, le viol, l'agression, la violence. Il y a quoi d'autre, les gars? La pédophilie. Alors, il y a quoi d'autre qui est indéfendable? Le meurtre, tu brises des familles. Pierre Palmade, indéfendable. Conduire sous l'effet de stupéfiants, c'est indéfendable. Trop d'alcool, c'est indéfendable. Il y a quoi d'autre encore? Maltraitance infantile, c'est indéfendable. Wesh, c'est un ouf, lui. Terrorisme, c'est indéfendable. Après, ils sont juste dégénérés du cerveau, mais bref. C'est à ça que renvoie cette question. Car finalement, concrètement, il y a Frapper les femmes? Bah. Ouais. peu de cas qui ne soient pas défendables. Même le pire des criminels peut être défendu, et parfois même par des bons avocats. Lui, Bah non, ouais, c'est indéfendable. Arrêtez de dire clip, ouais, c'est indéfendable, frapper les femmes. Bien sûr que c'est indéfendable. Sauf si elles te frappent. C'est pour ça, les gars, c'est complètement contradictoire ce que vous dites. Wesh, il y a une femme maintenant, elle te met une teutard. Quoi, tu la frappes pas? Un gros uppercut dans sa mâchoire, l'histoire, elle va être réglée, poteau. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Wesh, vas-y. lui dire qu'il y a quelque chose qui ne soit pas défendable, c'est contraire même à l'essence même de l'avocat, je dirais. Comment tu fais quand tu dois défendre un coupable qui a commis un crime comme un violeur? Il est très rare d'avoir des clients qui viennent vous voir en vous disant j'ai violé. Les personnes qui sont accusées de viol auront toujours de bonnes raisons pour être innocents et ne pas être coupables de ce qu'on leur reproche. Soit à juste titre, soit parfois parce qu'ils sont dans le déni de la réalité, dans le déni peut-être même de leur pathologie parfois. Là, c'est intéressant, là. Là, c'est intéressant de ouf, là. Là, il parle du viol. Les violeurs, là, ces fils de chiens, là. Désolé d'être vulgaire, mais les violeurs, je les déteste, moi. Pour moi, c'est peine de mort, ces gens-là. Hein. Oh, elle va être traumatisée à vie, la meuf, là. Oh. Et du coup, on a Oula, là, il y a un clip, là. Brahim justifie la violence. C'est quoi ce clip de fou, là? des criminels peut être défendus, et parfois même par des bons avocats. Lui, Bah non, ouais, c'est indéfendable. Arrêtez de dire clip, ouais, c'est indéfendable, frapper les femmes. Bien sûr que c'est indéfendable. Sauf si elle te frappe. C'est pour ça, les gars, c'est complètement contradictoire ce que vous dites. Wesh, il y a une femme maintenant, elle te met une teutard. Quoi, tu la frappes pas? Un gros uppercut dans sa mâchoire, l'histoire, elle va être réglée, poteau. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Oh, c'était vulgaire, là. C'est pas moi, ça. Putain, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est fort, hein. Ah putain, c'est fort. Ah, je suis mort, là. on a des personnes qui sont dans l'inconscience du crime, car le viol est un crime qu'ils ont commis. Putain, clippez pas ça, les frères. Attendez, les gars. Il y a une solution à tous nos problèmes, les mecs. Pourquoi clipper? Rabaisser son streamer, c'est ça? Tous les soirs, on se donne rendez-vous, on papote de tout et de rien. On a abordé tous les sujets ensemble. Et vous voulez me descendre comme ça? Oh putain, je vais devoir faire face à des féministes, là. C'est ça que vous me faites face? Allez, vas-y, c'est bon, j'accepte.
commis. Et du coup, le rôle de l'avocat qui défend un violeur, c'est de réécrire l'histoire, de reprendre les détails. C'est un peu difficile. J'ai pas l'envie de défendre des criminels. J'ai certes parfois le plaisir, c'est un plaisir de défendre des dossiers, mais j'ai pas le plaisir de défendre des personnes. T'inquiète, le bad buzz reste un buzz. J'avoue que c'est vrai, regardez Mohamed Eni. Il a percé sur un bad buzz. Je suce tous les zboops de Paname, il avait dit. S'il perdait je sais pas quoi. Au final, il a touché aucun zboop de Paname et au final, il est connu. En vrai de vrai, les bad buzz, il n'y a rien de mieux, je crois. En tant que tel, pour qu'il soit vraiment l'avocat qui défende et qu'il n'ait pas de doute finalement sur l'innocence, la culpabilité de son client, il doit être lui-même convaincu. À un moment donné, la conscience, même parfois la moralité, doit être mise de côté. Donc tout ce qui relève de ses états d'âme, de ce qu'il pourrait penser sur son client, est complètement mis de côté. Il s'embrouille avec Daesh. L'avocat s'efface en réalité. Il devient quelque part un comédien. Ce n'est plus lui qui existe à ce moment-là. C'est quelqu'un d'autre. On doit avoir quelque part finalement un don de schizophrénie, d'être double en un instant. Quel a été le cas le plus grave que vous ayez eu à défendre, que ce soit côté victime ou côté présumé coupable? Évidemment, dans la gravité, il y a tous ces tueurs, tous ces violeurs qu'on peut défendre. Et puis, il y a aussi ces victimes qu'on défend le lendemain. Car quand on est avocat pénaliste, quand on est avocat, on peut défendre soit en demande, soit en défense. On change d'un jour à l'autre. Et c'est aussi ça, Ouais. parfois. Il a le droit de changer, genre. La schizophrénie aussi de l'avocat, c'est d'avoir à changer finalement, de switcher sa position en un instant pour défendre l'auteur un jour et la victime le lendemain, par exemple. Tous les cas sont graves. Il n'y a pas de cas qui sont plus graves que les autres. Ce sont toujours des histoires de vie. Que ce soit cette violée, sodomisée avec des couteaux à pain sur les côtés sur une plage, ou cette fille qui s'est fait violer ou toucher par son père. J'ai pas compris ce qu'il a dit là, par contre. Couteau à pain, viol, j'ai pas compris, mais... Est-ce que psychologiquement, pour toi, c'était assez difficile de défendre des coupables comme ça? C'est vrai que c'est une charge de défendre en général, de défendre des coupables. C'est un fardeau encore plus important. Chacun a le droit à avoir quelqu'un qui est là justement pour le défendre. On appelle cela le droit de la défense. Après, il appartient à l'avocat de décider en conscience s'il est prêt à défendre son client, compte tenu de l'acte et des faits qui lui sont reprochés. Certains crimes peuvent être graves, certes, mais néanmoins, celui qui les commet a une personnalité, a une histoire, qui fait que c'est l'histoire du crime, quelque part. Et lorsqu'on commet un acte, la criminologie nous apprend cela. Il y a toujours plusieurs raisons. C'est plurifactoriel. Il y a les serial violeurs, les tueurs en série, qui sont à certains égards même malades, qui sont atteints d'une pathologie. Mais il y a tous les autres, ceux qui passent à l'acte, qui ont violé une fois et qui ne violeront plus jamais. Il y a ceux qui ont tué une fois et qui ne tueront plus jamais. Pourquoi ils ont violé? Pourquoi ils ont tué? Et le rôle de l'avocat, c'est de réécrire l'histoire, certes, mais aussi c'est de défendre son client, sa personnalité et Non, mais il n'y a pas tort sur le meurtre. Il y a des gens, ils ont tué peut-être, tu vois. Mais attention, ils doivent quand même aller en prison. C'est pas parce qu'ils veulent plus tuer qu'ils vont esquiver, hein. expliquer pourquoi, pour qu'enfin le juge puisse avoir de l'empathie et finalement faire en sorte que son client, s'il est condamné, soit condamné au minimum de la peine qu'il risque d'encourir. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des peines qui ont été vraiment absurdes ou ridicules selon vous? Oui, il y a un décalage certain entre la justice telle qu'elle est rendue, les faits tels qu'ils se sont passés, une disproportion, des sanctions qui sont trop graves par rapport aux faits, ou parfois des sanctions qui ne sont pas assez graves par rapport à certains dossiers. Oui, parfois certains viols donnent lieu à des condamnations qui sont faibles, notamment les viols intrafamiliaux. La victime, lorsque c'est son père qui l'a violée, ne souhaite pas que son père meure en prison. Donc vous voyez que parfois la justice peut être à plusieurs vitesses aussi. C'est-à-dire que parfois la justice ne sanctionne pas certains auteurs d'infractions pour différentes raisons, pour des raisons même politiques. Parfois, il faut le dire, appelons un chat un chat. Tu peux me donner une situation où tu as été en danger à cause d'une affaire? Je me souviens d'une en particulier. C'était un samedi matin, mon téléphone sonne et c'est un client qui m'appelle. J'avais défendu, il avait tué quelqu'un. Il était poursuivi pour meurtre à Londres, en Angleterre. Il avait un mandat d'extradition. Il avait été interpellé en France car il habitait en France par les services de police. Il avait été interpellé et je devais le défendre pour pas qu'il ne soit extradé en Angleterre pour être jugé pour son homicide. Et du coup, je l'ai défendu et malheureusement, malgré la meilleure défense que j'ai pu
pu mettre en place, il a été condamné, il a été extradé, il a été condamné en Angleterre à faire de la prison. Quelques années sont passées et on se retrouve ce fameux samedi matin où mon téléphone sonne, il sort de prison et il m'appelle. Il me dit Si je tu te comprends, là. souviens, parce qu'il me tutoie. Bah grâce à toi j'étais en prison. Tu te souviens aussi, je t'ai payé. Et ben maintenant il faut que tu me rembourses. Je sais où tu es. Ton cabinet, je sais où il est. Et puis comme j'ai déjà tué quelqu'un, tu sais, toi, ça me pose aucun problème. Sur le moment, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. J'ai vu qu'il était un peu hystérique. J'ai raccroché au nez. Il a tout de Ouais, suite je suis rappelé, bloqué dessus, il là. a commencé à m'insulter. Je lui ai encore raccroché au nez. Et puis il a rappelé et je lui ai répondu. Je lui ai répondu parce que la plainte que j'aurais été susceptible de pouvoir déposer pour ces menaces de mort, pour ces appels malveillants, pour ces injures, n'aurait pas été la solution adaptée à la situation. Les services de police n'auraient pas fait quoi que ce soit, n'auraient rien fait dans ma situation. J'ai réussi à le convaincre que j'avais pas d'argent, en tout cas pour le rembourser, puis surtout que j'avais fait mon travail et que c'était pas de ma faute si finalement les juges avaient décidé de l'extrader, de le condamner à faire de la prison pour son homicide. Du coup, je l'ai pas remboursé, mais sur le moment, j'ai eu très peur qu'il vienne à mon cabinet et que ce soit plus grave. Pour quelle raison un avocat peut être radié des avocats? Il y a différentes situations. Soit l'avocat a commis des infractions pénales graves, comme des crimes, des viols, des meurtres, ou même des escroqueries ou des vols. Mais aussi, ça peut être du fait de l'accumulation d'infractions qui C'est peuvent qui, ça, être Karim mineures, mais qui finalement sont sanctionnées par le bâtonnier et fait que le bâtonnier perd patience et ne suspend plus l'avocat, parce qu'on peut être suspendu pendant quelques mois. Mais à un moment donné, c'est plus la suspension, c'est l'annulation du diplôme et l'interdiction d'exercer. Est-ce que tu as par exemple un exemple à nous donner ou pas Karim forcément? Achoui. Karim Achoui était un avocat pénaliste connu et plus particulièrement connu dans le milieu des voyous. Son nom circulait beaucoup il y a encore quelques années. Il a même reçu une balle, je crois, de la part d'un client. Il n'est pas mort à la suite de ça. Mais néanmoins, le bâtonnier a décidé de le sanctionner car je crois qu'il avait apporté des téléphones portables en prison à ses clients. Il avait eu plusieurs avertissements. Il avait déjà un casier déontologique à l'ordre Ouais, des c'était avocats. un lanceur, Et le je crois. bâtonnier s'est lassé et a considéré qu'il n'était pas à la hauteur de l'image que devait avoir un avocat et du comportement que devait avoir un avocat. Quelle affaire connue est la plus intéressante pour un avocat en termes de carrière? L'affaire Kerviel, c'est un trader qui travaille dans une banque, la Société Générale, et du coup qui a été licencié, tel un fusible, parce qu'en réalité, il avait tradé pour la banque sur des millions d'euros, pour des sommes très importantes, en prenant des risques qu'il n'aurait pas dû prendre. Néanmoins, pour moi, dans ce dossier, il y avait normalement des vérificateurs, des contrôles, des limites, qui permettaient à la banque de toutes les façons de connaître exactement les actions qui avaient été faites par Kerviel lorsqu'il était employé par la banque en tant que trader. Ouais, mais lui, c'est des histoires d'avocats, genre. Caméléon, c'est beaucoup plus intéressant, je crois. En termes d'histoire, il doit raconter des dingueries dans les autres pays et tout. Du coup, lorsqu'il a été mis à la porte par son employeur, j'ai estimé cela très injuste de la part de la banque. Et comme je déteste les banques, j'aurais bien aimé le défendre. Les juges pénaux l'ont sanctionné, Kerviel. Il a été sanctionné lourdement pour des millions d'euros. Aujourd'hui, il écrit des livres, il n'est plus trader. Mais pour moi, ça a été une injustice sur le plan pénal. Oui, vous le voyez comme un bouc émissaire qui a permis Complètement, exactement. De protéger Ouais, la le de banque. loup de Wall protéger Street, la tout le banque. monde l'a vu. Ok. hein. Tous les jours, on est confronté à des situations où on voit que la banque essaie de se protéger, parfois même en faisant des faux documents. Est-ce que maintenant tu as tes combines pour détecter un client qui te ment? Je suis le détecteur. Pourquoi? Parce que, déjà, j'ai la chance d'avoir un peu d'expérience et d'avoir rencontré beaucoup de menteurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat pénaliste, j'ai eu la chance de défendre beaucoup d'escrocs. Des gens Ouais, il y a qui juste ont la coupe menti à Hervé et Renard, qui quoi. me mentent à moi aussi. Car il faut savoir que les escrocs mentent en permanence. Sachez qu'un menteur n'est pas cru, même quand il dit la vérité. Du coup, en réalité, le mensonge, je le vois à 10 km arriver. Je ne dis pas qu'on ne peut pas me mentir, on me ment. Mais quand on me ment, je le vois tout de suite comme Pinocchio dont le nez s'étend à hauteur de ses mensonges. Et je n'ai pas de cas le plus flagrant, si ce n'est que, je ne peux pas citer de nom, mais celui de cet escroc qui a escroqué des journalistes qui sont venus le voir en prison pour faire un film sur lui. Donc il se fait, cet escroc, enfermé en prison parce qu'il a escroqué des gens. Des journalistes viennent le voir, ils veulent faire un film sur lui, il arrive à leur prendre de l'argent à eux aussi. Et donc, lui, il est victime d'escroquerie. Il est victime d'escroquerie, et lorsqu'il vient me voir, c'est lui qui s'est fait escroquer. Néanmoins, il est poursuivi en justice par les journalistes qui lui ont prêté de l'argent à qui il devait rendre.
Et comme il n'a jamais l'intention de rendre cet argent, lui, il était convaincu qu'il a été victime de la part de ces journalistes qui lui ont donné de l'argent, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un prêt. Et donc, moi, j'ai dû plaider finalement que cet escroc était victime d'escroquerie, car en réalité, c'était une donation et ce n'était pas un prêt. Je Mais sais lui, il déjà était parler comme convaincu lui, moi. que c'était une donation, et malgré le fait qu'il ait signé des reconnaissances de dettes multiples, comme quoi c'était un prêt. C'est qui le pire ennemi de l'avocat? Le client. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est susceptible de vous empêcher de travailler correctement. C'est lui qui va répondre à une question d'un juge auquel on lui aura prévenu de ne pas répondre. Il va faire le contraire de ce qu'on lui aura dit. Donc on comprend à ce moment-là que c'est notre pire ennemi. On n'a qu'une envie, c'est de lui mettre notre poing dans le visage au client. Ouais, j'ai voulu dire mon poing dans la gueule. Qu'il sabote notre travail, lorsqu'on a plaidé et que sur un mot, finalement, il démonte tout. On ne peut pas être derrière lui pour le faire parler à sa place. Est-ce que tu trouves que parfois la justice, elle est injuste? Malheureusement, la justice est trop souvent injuste. Il faut le savoir, cela s'explique par plusieurs raisons. Un manque évidemment de moyens humains, on ne peut pas traiter tous les dossiers, beaucoup trop de dossiers, beaucoup trop d'affaires, pas assez de juges, pas assez de secrétaires, de greffiers, de personnel. Donc naturellement, il est difficile de tout traiter. Même si le ministre de la Justice, à chaque mandat, augmente le budget de la justice, ce n'est toujours pas suffisant. La justice Après, ouais, j'avoue, il y a une dégaine de magicien. Toi, t'as pas tort, frérot. On dirait tout sauf un avocat, ce mec. familiale, il faut des mois, voire parfois des années pour avoir le droit de garde de son enfant quand on se sépare de l'autre. Marié ou pas marié, c'est une tragédie en région parisienne notamment. Pour les affaires pénales, lorsqu'on est victime, qu'on dépose plainte, les classements sans suite sont systématiques. C'est insupportable. Il faut se constituer partie civile, saisir le doyen des juges d'instruction, prendre un avocat, c'est inadmissible. Le service public de la justice ne devrait pas souffrir de tous ces obstacles. Et pourtant en France, c'est comme ça. Et puis après, il y a le juge qui n'ouvre même pas le dossier parce qu'il est traité par des stagiaires parfois. Il faut le savoir. Donc voilà comment la justice est rendue. C'est très difficile quand on est avocat aussi d'être avocat parce qu'il faut expliquer aux clients pourquoi la justice a été rendue de manière injuste. Et c'est inexplicable en réalité. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais avocat? Waouh, c'est une véritable question. J'ai jamais pensé. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais avocat? Waouh, c'est une véritable question. J'ai jamais pensé qu'est-ce qu'était Eh, vous avez vu la série Better Call Saul ou pas? On m'a dit que c'était pareil que Breaking Bad, genre. Quasiment pareil. J'ai trop envie de le regarder, mais vas-y, j'ai pas commencé. un bon et un mauvais avocat. Je pense qu'il y a d'abord des avocats qui s'y connaissent et des avocats qui font semblant de s'y connaître. Et je pense que c'est ça le bon avocat. L'avocat qui connaît son C'est quoi le rapport? Bah, c'est le rapport d'un avocat, frère. Saul Goodman, c'est un avocat. sujet, qui connaît la matière, qui connaît la loi, la jurisprudence, même qui peut connaître le juge, ça peut aider. Et puis il y a l'avocat qui connaît rien, qui fait semblant. On voit tout de suite, en tout cas quand on a fait des études de droit, celui qui joue la comédie, qui invente, qui tourne autour du pot, qui fait semblant. Bah c'est celui-là le mauvais avocat. Parce que celui-là, ça peut marcher devant son client. Le client, il voit que du feu, mais c'est celui-là le mauvais avocat. Parce que finalement, il laisse pas le choix à son client de choisir un bon ou un mauvais avocat. Il lui fait croire que c'est le bon, alors qu'en réalité, il sait qu'il est mauvais. Est-ce que c'est possible pour un avocat de défendre que des gens bien? Oui, c'est possible pour un avocat de défendre des gens bien, cependant, il s'enlève quand même la moitié de sa clientèle. C'est là où l'avocat doit être philosophe. En effet, souvent, les personnes qui viennent nous consulter, qui viennent nous voir pour les défendre, ne sont pas forcément toujours des gens bien, ne sont pas toujours des victimes d'infractions pénales. Celui qui commet une infraction, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Ce n'est pas véritablement une question que je me pose, car lorsque la personne vient me voir, j'ignore qui elle est. Je ne connais pas forcément son histoire, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je ne la juge pas. Cependant, après quelques années où on s'est côtoyé, client, avocat, on apprend à connaître son client et on peut savoir si c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous choisissez Moi, les gars, comme tout ce chat, il n'y a personne ici qui a un avocat, hein. On est tous des clodos, hein. vos clients, vous choisissez les dossiers? Choisir ses clients, oui. Vous savez, quand on est un jeune avocat, quand on s'installe, on a besoin de travailler. On prend un peu tout et n'importe qui. Comment ça, on 6 accepte mois? tous les dossiers. Vas-y. On choisit pas vraiment. Aujourd'hui, je pourrais avoir le luxe de choisir mes clients. Mais c'est plutôt eux qui me choisissent. Et je les remercie finalement de me choisir comme étant leur avocat. C'est dur de choisir quelqu'un comme avocat. Bon, il y a certains clients qui ont des idées un peu farfelues, qui veulent faire des procédures dans tous les sens, poursuivre même des juges parfois, encore hier. Alors soit on accepte, soit on adhère.
pour des raisons financières, essentiellement. Et puis sur un malentendu, on se dit parfois que ça peut marcher. On essaye. Bon, faut arrêter de rêver, hein. Lorsqu'on a des idées farfelues, ça peut pas marcher. Donc en réalité, c'est que pour des raisons financières qu'on accepte un peu les clients farfelus. On leur dit oui devant, mais on sait très bien que ça va pas marcher. Moi, en tout cas, je suis honnête vis-à-vis de mes clients. Je leur dis tout de suite que c'est inutile, que ça marchera pas. Je déteste passer pour un imbécile, un idiot, avoir expliqué pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai encaissé des honoraires pour rien. Donc je dis aux clients que c'est peine perdue dès le départ. Et après, le client choisit, et certains choisissent quand même d'y aller, en leur âme et conscience. C'est Wesh, il dépense de l'argent comme ça, genre. T'inquiète, on a perdu, mais c'est pas grave, tiens, je te paye et tu me défends. Juste pour le style, genre. Pour qu'Unai Emery te défende, c'est bizarre. quoi ton salaire? Le revenu médian des avocats est de 3 400 € par mois. Alors évidemment, beaucoup d'avocats gagnent plus, beaucoup d'avocats gagnent moins. C'est le revenu médian. Me concernant, je ne pourrais pas donner mon revenu comme ça, mais sachez que c'est suffisant pour se permettre de réaliser tous ces rêves. Voilà, comme d'habitude, il parle pas d'argent. Ça vous choque ou pas? Je connais déjà, il vient d'où ce mec? Je sais de quelle origine il est. Quand c'est comme ça, des personnes qui ont les moyens, est-ce qu'ils te donnent plus ou c'est un forfait? En fait, l'avocat, il est Robin des Bois à plusieurs titres. C'est-à-dire qu'il défend des gens, la veuve, l'orphelin, des gens désargentés parfois, et des gens qui ont beaucoup d'argent. Et à ceux qui ont peu d'argent, on prend peu. Évidemment, il n'y a pas beaucoup à prendre, donc c'est plus facile. Et puis, à ceux qui ont beaucoup d'argent, on en profite. On prend davantage, c'est plus facile, il y en a plus. Du coup, c'est un peu ça, Robin des Bois. Prendre aux riches et ne pas prendre aux pauvres. Et le rôle de l'avocat, il ne faut pas oublier, c'est un travail qui est désintéressé. C'est-à-dire que l'aspect financier ne doit pas rentrer en ligne de compte. Et du coup, qu'est-ce que ça vous procure lorsque vous gagnez justement une affaire, quelle que soit sa complexité? Comme quand on gagne. Comme quand on gagne au sport, comme quand on gagne au jeu. On éprouve un moment, une émotion positive, une énergie. Mais s'il gagne le procès, il gagne plus d'argent ou pas? Dans la logique des choses, il gagne plus d'argent, non? Il y a une prime de gagne. Il y a une prime de victoire ou pas? On est content, on lève les bras au ciel et on est heureux. Donc ça vous vient au final comme une compétition à gagner lorsque vous vous lancez dans une affaire? En effet, quand on est avocat comme moi, c'est une véritable vocation. On est imprégné par le dossier. On cherche vraiment à gagner. La défaite est présente, mais on fait tout pour l'éviter. On a vraiment la gagne. Donc, c'est un combat. Je considère un peu ça comme une arène avec des gladiateurs. On n'a pas des armes, mais on a notre esprit, on a notre éloquence, on a nos compétences, notre expérience qui permet. Eh, je vois plein de rumeurs sur Zizou, là. Toi, tu parles Zizou. Je vois plein de rumeurs sur Zidane. Je sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît, il va retourner au Real. Mais ça, j'y crois pas, les gars. Back to back. Ouais, j'y crois pas, hein. En vrai, de vrai. Vous y croyez? Non. Nagelsmann au Real. Non, non, je le veux pas. Non, 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 non. C'est mort. Non, non, c'est mort, les gars. Zidane, j'aimerais bien, mais l'autre, c'est mort. Permet de faire en sorte qu'on gagne ou qu'on perde aussi lorsque ça fait défaut. C'est l'achèvement d'un temps parfois très long, d'une procédure qui a duré parfois des années, du stress, de l'angoisse. Donc on est content pour tout ça en fait. Est-ce qu'il y a des causes qui t'animent sur lesquelles tu accepterais de ne pas être payé? Ça arrive souvent que je ne sois pas payé. On appelle ça le pro bono, en latin le pour le bien. On travaille pour le bien, pas pour l'argent, de manière totalement désintéressée. Il n'y a pas de Là, il se fout clairement de notre gueule, là. Tous un par un, ils se foutent de notre gueule. domaine particulier dans lequel j'interviens plus qu'un autre. Dès qu'il y a une personne qui est dans le besoin, je me sens quelque part le besoin de la défendre. C'est aussi ça la vocation. Quand tu perds une affaire, qu'est-ce que ça te fait, toi? Je déteste perdre une affaire. C'est aussi ça qui fait le bon avocat. C'est-à-dire que l'avocat, il a la gagne. Il doit gagner coûte que coûte. Peu importe ce que son client a fait, peu importe ce que son client a dit, ce qu'il n'a pas dit, peu importe, il est là pour gagner. Quand je perds, ça dure un instant. C'est aussi ça l'avantage. C'est-à-dire que la défaite, on la vit d'un même front que la victoire. On la savoure, elle dure qu'un instant. Aussitôt qu'elle... Tu vois, moi encore, je peux dire, vas-y, je stream pour Rollin. Tu vois, c'est pour le bien. Mais lui, il peut pas dire ça, lui. qu'elle arrive, elle part. On apprend à vivre la défaite. Il faut apprendre à vivre avec la défaite et il faut savoir surtout pourquoi on a perdu. Car comme disait Mandela, dans la vie, j'ai jamais perdu. Soit j'ai gagné, soit j'ai appris.
Et du coup, c'est quoi les bonnes caractéristiques d'un avocat? L'éloquence? Les avocats doivent avoir beaucoup de qualités pour être de bons avocats. Le b.a.-ba, c'est de bien connaître le droit, mais c'est pas suffisant. Il faut être un fin psychologue, il faut être un bon stratège pour avoir un coup d'avance, pour anticiper. Il y a toujours des stratégies dans les dossiers, les clients ne le voient pas, mais elle est toujours là. Il faut être philosophe. Pourquoi? Parce qu'il faut être sage dans les conseils, les avis qu'il faut donner ou les actions qu'il faut initier. Il faut être un bon commercial aussi pour pouvoir se vendre auprès de son client. C'est-à-dire que quand le client vient vous voir, certes, il recherche de la compétence, du savoir, mais il faut lui inspirer confiance et lui faire croire que vous êtes celui le mieux habilité pour représenter ses intérêts. Est-ce que ta famille, elle a déjà été en contact avec un de tes clients? Oui, ma famille a déjà été en contact avec mes clients hier soir encore. On a eu la chance de dîner avec des clients américains qui habitent à Beverly Hills. Ils ont comme voisin Jeff Bezos et comme pied Et après, il nous parle d'argent. Après, il dit t'inquiète, c'est gratuit, hein, t'inquiète. Wesh, le voisin de Jeff Bezos, il va. L'argent, hein. à terre à Paris, 600 mètres carrés devant l'Arc de Triomphe. C'est des clients adorables. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais des clients pareils. C'est des clients extraordinaires qui vous invitent au restaurant, dans des restaurants gastronomiques, qui vous font des cadeaux, qui sont généreux, qui vous payent vos honoraires rubis sur ongle, qui vous respectent. Et tu restes en contact par la suite avec tes clients? Oui, on noue souvent des contacts dans la durée avec nos clients. Souvent parce que certains, il leur arrive des histoires de manière successive. La loi des séries, c'est-à-dire qu'il ne fait que leur arriver des histoires. Soit parce qu'ils sont délinquants en série, du coup ils commettent des infractions en permanence, soit parce qu'ils sont victimes en série aussi. Il arrive des personnes, ils ont toujours des problèmes, il faut toujours déposer des plaintes en permanence. Donc on voit parfois des clients sur plus de 10 ans, même 15 ans parfois. Est-ce que du coup, dans ta vie de tous les jours, dans l'aspect privé, ça te sert d'être avocat? Évidemment, le droit est partout. Donc connaître le droit, c'est connaître la matrice. C'est un avantage considérable sur ceux qui ne la connaissent pas. Donc ça permet d'avoir... Un avocat, ça gagne combien par mois? Attendez. Avocat, salaire. Normalement, c'est bon, là. Hein? C'est quoi ça? Non. Il se fout de ma gueule. Voir l'ascendant. Et puis, dès qu'on dit aux gens qu'on est avocat, tout de suite, il y a un certain respect qui s'installe de la part de l'autre et finalement une supériorité de l'autre qui nous est prêtée et qui n'est pas justifiée. Est-ce que votre vision du monde a changé depuis que vous êtes avocat? Plus parano, plus méfiant ou au contraire, justement, vous voyez les choses vraiment différemment? En effet, maintenant que ça fait 20 ans que je suis avocat, les choses ont changé pour moi. Au début, j'étais un peu candide, un peu naïf. Je vivais dans le monde du pays des bisounours. J'avais une haute idée de la justice aussi, du droit, de la loi. Finalement, toutes ces idéaux, ces idées ont disparu aujourd'hui. Je ne suis pas blasé, je ne suis pas même pessimiste. J'ai toujours mon optimisme naturel qui est là. C'est ce qui me fait garder l'espoir dans tous mes combats. Néanmoins, je sais pourquoi je combats. La justice nécessite véritablement de combattre pour qu'elle soit rendue, pour que la vérité éclate, que le juge connaisse exactement, pour une victime, pour un auteur, l'ensemble des faits, qui elle est, qui on doit juger. Malheureusement, les juges n'ont pas beaucoup de temps. Il y a trop de dossiers et malheureusement, souvent, c'est un peu bâclé. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que j'ai en tête. C'est un peu ça, l'injustice. Et c'est contre ça que je lutte. Tu ne peux penses faire pas 15 qu'à 000, je terme, crois. l'intelligence 15-20 000. artificielle prendra ton métier? Complètement. Je ne le pensais pas encore jusqu'il y a peu de temps. Il faut prendre conscience de l'évolution des technologies aujourd'hui, des avancées. Et je pense qu'à terme, en effet, les avocats n'existeront plus. On cochera des cases pour entrer dans des situations. Et il existe même des logiciels qui sont capables d'écrire mieux que des avocats et de connaître mieux la loi que des avocats. Donc on voit qu'à terme, le métier peut être menacé. Non, parler comme ça, c'est marrant 2 secondes, mais vas-y, dans la durée, ça doit être trop chiant. J'espère, Iman, que ta vision de l'avocat aura changé. J'espère pour vous qu'elle n'a pas changé, parce que j'avais une bonne vision des avocats, moi. Alors Julien, comment tu m'imagines? Du coup, pas en robe. Tu nous as dit que tu mettais pas de robe. Très très grand. Ça fait 20 ans que tu travailles, donc bon, t'as pas 25 ans. Entre 45 et 55 ans, peut-être. Blanc. J'arrive pas du tout à me projeter physiquement. Avec des lunettes. T'as quand même une grosse voix, donc je t'imagine un peu grand. Avocat beau gosse, quoi. C'est gentil. Ah ben voilà, j'ai raison.
Un beau gosse, tu vois. Enchantée. Iman. Bravo. J'ai pas de lunettes, elles sont dans la poche. Beaucoup de cheveux aussi. Est-ce que j'avais raison sur l'âge ou pas du tout? Ouais, j'ai 46 ans. Oh, j'ai visé juste. Je suis trop forte.